tout le monde, j'espère que vous vous portez bien à l'instant où vous allez décider de consommer ce contenu. C'est toujours avec un réel plaisir que je développe ce type de contenu pour donner mon point de vue sur des sujets qui me semblent pertinents. J'aime toujours à le dire. Chaque fois, quand vous auriez quelque chose à demander à votre Dieu, demandez-lui d'abord la santé. Car sans elle, nous ne sommes capables de réaliser nos projets. Le matériel est éphémère et doit toujours le demeurer. Je suis François M. Bonny, un personnage qui s'intéresse au sujet en lien avec le leadership, le management des organisations et en général l'entrepreneuriat. Effectivement, qu'aujourd'hui, nous continuons à la suite de la vidéo précédente du contenu nommé l'autodestruction programmée de l'Afrique dans son tome 1. Donc aujourd'hui on est comme dans le tome 2. C'est une suite qui vient comme ça présenter un certain nombre d'aspects qu'on aimerait approfondir afin de mieux édifier. Il s'agit donc de quoi? Tout d'abord, quand on parle de l'autodestruction programmée de l'Afrique, la chose qu'il faut d'abord comprendre, c'est que cette programmation n'est pas du fait de quelqu'un d'autre. Il faut bien le comprendre. Car le titre peut porter à croire que c'est les autres qui programment l'autodestruction de l'Afrique. Non, ce ne sont pas les autres qui programment l'autodestruction de l'Afrique. Ce sont les Africains eux-mêmes qui programment l'autodestruction de l'Afrique. Et tant que les Africains ne le comprennent pas, alors, de manière automatique, cette autodestruction programmée par les Africains continuera à se mettre en œuvre et le résultat final sera un déclin total de l'Afrique. Et quand viendra le déclin total de l'Afrique, vous devrez savoir, très chers Africains, que c'est les autres qui viendront ramasser les restes. Et quand ces autres viendront ramasser les restes, nous serions toujours là, nous, Africains, à pleurnicher, à pleurer, sans jamais être capables de prendre notre destin en main, de comprendre les différents enjeux sur lesquels nous devons travailler. Très chers Africains, ce type de contenu vient mettre en lumière les raisons pour lesquelles on doit cesser toujours de vouloir accuser les autres. Les autres ne sont pas le problème. Les autres ne sont pas les ennemis. Il est clair
que les Africains ont été colonisés. Mais la vérité historique le montre. Les Africains ne sont pas le seul peuple qui a été colonisé. Beaucoup d'autres peuples dans le monde ont été colonisés. Chaque époque vient avec ses rouages, ses méthodes, son contexte. Oui, nos ancêtres ont subi les plus pires choses qu'un être humain n'a pas le droit de subir. Mais il faut également le noter. Parmi ceux de nos ancêtres qui ont subi ces pires moments de leur vie, c'était en complicité avec d'autres de nos ancêtres. L'esclavage l'a démontré. Ce n'est pas toujours le colon qui courait après les gros bras jeunes africains. Ce n'était pas toujours les colons. C'était les valets des différents rois des empires africains. Ça, c'est de la réalité. Nous devons être capables de le comprendre. À travers ce type de contenu, nous venons apporter notre contribution à la sensibilisation de masse afin que toute la tendance telle que perçue actuellement ne se déploie pas seulement dans un seul horizon, l'horizon de la détestation de l'autre. Non. Chaque époque vient avec ses travers. Nos parents ont subi. Oui. Comment nous, aujourd'hui, nous sommes capables de revendiquer et de remettre la vérité sur la table sans forcément prendre l'autre comme un ennemi à abattre. Le monde aujourd'hui, il est mondialisé. Les États aujourd'hui sont appelés à travailler ensemble. Il n'est donc pas question de vouloir systématiquement désigner des ennemis. Ceux qui persistent et veulent rester dans ce registre, pas de souci. C'est le courant que vous aimez le mieux. Pas de problème. Mais nous autres voulons développer, faire émerger et promouvoir un autre courant. Et ce courant, il est déjà sur le terrain. Le courant qui consiste à savoir que nous devons sortir de la détestation de l'autre. Le colon n'est pas le seul qui est à l'origine de nos malheurs. Le colon était là hier pour défendre ses intérêts et tout peuple le fait. Et on parle ici d'une époque où la colonisation, où les empires européens,
du moins de la vieille Europe, se déployait dans tout le monde entier pour découvrir de nouvelles terres à la chasse de la richesse des ressources minières. C'est à ça qu'étaient arrimées les différentes politiques de cette époque-là. Nous arrivons aujourd'hui à une époque où nous devons être capables d'arrêter tout type de relation qui s'avère être nuisible pour les intérêts de l'Afrique. Il n'est pas question d'aller en conflit. On dit bien arrêter tout type de relation qui concourt à nuire aux intérêts de l'Afrique, à refaire la cartographie et le schéma directeur pour bien structurer les intérêts de l'Afrique et le faire savoir et le promouvoir et le défendre sans être l'ennemi de quelqu'un, sans désigner l'autre comme notre ennemi, sans désigner l'autre comme la source de nos malheurs. Le monde tel qu'il évolue aujourd'hui, très chers Africains, la désignation des coupables, c'est pas ça qui va aider à faire développer l'Afrique. D'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qu'on veut? Veut-on un développement global de l'Afrique? Ou veut-on juste désigner des ennemis? Oui. J'aimerais donc vous rappeler ceci. La Chine également a subi la colonisation. Il y a quelques années encore, il y a des pays africains qui soutenaient la Chine. Aujourd'hui, c'est la Chine qui va convoquer un continent pour un sommet. Donc, un seul pays, qui est la Chine, convoque un continent où on est capable de retrouver plus de 50 pays. La Chine convoque un continent. Est-ce qu'on est capable de mesurer la portée de cette dévalorisation qu'on fait de l'Afrique? Pareil pour certains pays occidentaux qui vont convoquer tout un continent pour un sommet. Un seul pays convoque un continent pour un sommet. J'aurais peut-être encore mieux cerné si on avait dit le continent asiatique est en sommet avec le continent africain, ou encore que le continent européen est en sommet avec le continent africain. Mais non, c'est pas dans ce type de registre que les choses se font. Tout ceci est accepté par qui? S'il vous plaît, ne désignez pas les ennemis ou ne me dites pas que ce sont les colons qui l'imposent. C'est encore nos pères. C'est encore nos pères qui se laissent marcher dessus de la sorte. Pourquoi voulez-vous désigner l'ennemi à l'extérieur? L'ennemi de l'Afrique est à l'intérieur. Chers Africains, réveillez-vous. L'ennemi de l'Afrique, il est à l'intérieur. 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 L'ennemi de l'Afrique, il est à l'intérieur.
L'ennemi de l'Afrique, c'est nous, tous. L'ennemi de l'Afrique, c'est chaque Africain. Voilà ce qu'il faut avoir le courage de dire. Voilà ce qu'il faut être capable de dire, très chers Africains. La Chine, pour se retrouver aujourd'hui à une puissance qui est capable de dicter sa loi dans le monde, a dû hier dealer avec ce que vous appelez aujourd'hui les ennemis. Mais la Chine a dealé avec tout le monde. Ça l'a permis d'acquérir la connaissance. Ça l'a permis d'acquérir la technologie. Ça l'a permis d'acquérir l'industrie. Derrière une politique de main-d'œuvre très moins chère, elle a attiré les différentes entreprises internationales pour la production de leurs marques, de leurs produits, de leurs biens sur le territoire chinois. Quel est l'avantage de cette stratégie? Mais l'avantage de cette stratégie, c'est que cette main-d'œuvre, elle est chinoise. Conclusion, ces entreprises viennent avec leurs experts former cette main-d'œuvre qui est moins chère. Et ces main-d'œuvre, ce sont les enfants chinois, c'est la jeunesse chinoise, c'est la population chinoise. La connaissance arrive sur le sol chinois et forme la population chinoise. Et une fois que cette population acquiert la connaissance ne peut plus partir. La connaissance demeure. Par des politiques d'envoyer leurs enfants avec des bourses dans les grandes écoles, partout à l'international, fréquenter dans des grandes universités, avec une capacité de permettre à ces enfants de revenir afin de mettre cette connaissance pour l'avantage du pays. Très chers peuples africains, aussi longtemps que vous faites vos choix et vous êtes majoritaire dans le type de décision que vous avez à prendre, il est clair qu'on n'aura rien à dire parce que sur un format démocratique, quand la majorité opte pour un point de vue, il est clair que la minorité n'aura pas le choix que de céder. C'est donc dire ici quoi? Le fait de pointer l'ensemble formé de tout ce que nous venons de dire, il n'est pas question ici de s'en prendre ou de critiquer, j'aime toujours à le dire, les différents peuples de chaque pays africain qui ont décidé de pointer un ennemi du doigt. Il n'est pas question pour nous autres de nous en prendre à eux ou de nous dire... C'est sûr qu'ils ont suffisamment d'intelligence pour savoir ce qu'ils veulent. J'appartiens à un courant qui estime, à un courant de pensée qui estime que quand un peuple a pris la décision dans sa majorité d'une direction, il faut respecter
respecter le choix du peuple. Aussi simple que ça. Donc, un peuple africain, un peuple d'un pays de l'Afrique, qui décide de pointer son ennemi et d'estimer que son malheur est dû à cet ennemi, c'est sûr que ce peuple a ses raisons. Ils ont suffisamment d'intelligence pour savoir ce qui est bon pour eux ou non. Voilà le regard que nous portons là-dessus. Aussi longtemps que la majorité d'un peuple décide d'un couloir, décide d'une direction, il est simplement question de respecter. La seule chose qu'on doit savoir, et certainement, et c'est sûr, qu'ils le savent, chaque acte a des conséquences. Chaque action que nous décidons de porter, automatiquement, produit des conséquences. Donc, de la manière que nous décidons une orientation de manière majoritaire, il est juste important d'être capable d'en supporter les conséquences. Ça, c'est l'unique chose qu'on peut dire. Sans vouloir faire un discours moralisateur à certaines personnes. Donc, très chers Africains, je voulais, à travers ce petit schéma, mettre justement donc en lumière cette forme de pensée qui consiste à vouloir désigner l'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. Si oui, l'ennemi est à l'intérieur. L'ennemi n'est pas à l'extérieur. L'ennemi, il est à l'intérieur, très cher frère. Et j'aurai l'occasion spécialement de développer un contenu qui va davantage approfondir et montrer en quoi, quand nous disons que l'ennemi, lui, il est à l'intérieur, pourquoi est-ce que nous le disons? À travers ces petits éléments que je viens d'illustrer, c'était pour montrer davantage pourquoi nous autres théorisons sur le fait de l'autodestruction programmée de l'Afrique de l'intérieur. Une fois cette précision faite, le contenu d'aujourd'hui donc doit s'appesantir sur les différents facteurs fondamentaux que les Africains doivent y apporter une attention. Oui, les Africains doivent le savoir, ils doivent le comprendre. Quels sont ces facteurs? Nous avons réussi à identifier 3 facteurs majeurs qu'on mettait déjà en exergue dans le contenu précédent de son tome 1. On parlait donc du facteur humain, le facteur générationnel et le facteur éducationnel. Voilà les 3 facteurs majeurs que nous avons identifiés
sur lesquels si les Africains s'attardèrent un tout petit peu, c'est sûr que beaucoup de choses devaient changer. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on est en train de constater au sein des populations africaines. Alors, on va commencer par le premier facteur. Le facteur humain. Dans ce facteur, on veut montrer ici comment les différents peuples africains ont complètement abandonné l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain pour l'Africain? Que représente l'espèce humaine pour l'Africain? Est-ce que l'homme existe d'ailleurs pour l'Africain? Est-ce que l'homme existe? Très chers frères africains, observez autour de vous le comportement de chaque citoyen africain vis-à-vis d'un autre citoyen africain. Et dites-moi s'il y a de la considération pour l'espèce humaine. Observez vous-même, dans notre environnement africain, dans le contexte dans lequel vivent les peuples africains. Observez. Est-ce que quelqu'un, quand il veut faire quelque chose, il tient compte d'autrui? On s'en fout complètement d'autrui. Et tout à l'heure, j'évoquais déjà un concept, le concept de la citoyenneté. Autrement dit, du citoyen africain, du citoyen sénégalais, du citoyen ivoirien, du citoyen burkinabé, du citoyen tchadien, du citoyen togolais, du citoyen camerounais, du citoyen égyptien, du citoyen mauritanien, etc. Est-ce que l'Afrique a de véritables citoyens? Posons-nous aussi cette question. Est-ce que l'Afrique a de véritables citoyens? J'ai peur de vous dire que non. J'ai peur de vous dire que non. L'Afrique n'a pas de citoyens. Peut-on parler de citoyens sénégalais, de citoyens camerounais, de citoyens ivoiriens, de citoyens togolais, de citoyens tchadiens? Peut-on parler de ça, très chers frères? Quand on observe l'environnement de la vie sociale dans les différentes sociétés africaines, c'est un désastre. On croirait de manière inconsciente qu'on a juste affaire à des individus
qui ont décidé de se regrouper dans des environnements pour vivre ensemble. Des individus qui ne se respectent pas les uns et les autres. Des individus qui décident de vivre dans une forme anarchique, totale. Alors là, totale. Ici, un individu est tout simplement pris comme une unité quelconque de la population. Comme une unité quelconque de la population. Car pour nous autres, être un citoyen suppose être un individu doté d'un certain nombre de choses. C'est comme ça que nous autres, nous comprenons ce qu'est un citoyen. Et dans individu ici, nous mettons juste un être humain qui a une âme et une raison. C'est comme ça que nous autres voyons un individu. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir généralement dans certains contextes africains, on a tendance souvent à vouloir, sous forme d'insulte bien sûr, quand on interpelle quelqu'un en qualité d'individu, ça se réfère et ça se colle plus à une image d'une insulte. Parce qu'on estime qu'un individu n'est pas quelqu'un qui est entouré, qui n'est pas doté d'un certain nombre de choses. Donc un individu, pour nous autres, c'est tout simplement un être vivant qui est doté d'une âme et d'une raison. Et c'est suffisant. Ce type d'espèce humaine n'a que la possibilité de vivre dans un environnement anarchique. Il n'est pas capable de vivre dans un environnement normé, de vivre dans un environnement structuré, de vivre dans un environnement universellement compatible aux règles et lois qui régissent ce type d'environnement. Un individu n'est pas capable de vivre dans ce type d'environnement. Voilà pourquoi l'Afrique a beaucoup plus des individus que des citoyens. Très chers frères africains, réveillez-vous, réveillons-nous. Réveillons-nous. Il n'y a pas d'ennemi qui existe. L'ennemi est à l'intérieur. Ne cherchez pas l'ennemi ailleurs, très chers frères. À ce titre, qu'est-ce qu'un citoyen de manière fondamentale? Qu'est-ce que nous autres, nous appelons citoyens? Un citoyen, pour nous, est un individu qui doit être doté de 4 types d'éducation. Oui, c'est ça pour nous, un citoyen. Un citoyen, c'est un individu qui doit être doté d'un minimum
nous précisons d'un minimum de 4 types d'éducation. On a l'éducation civique. L'éducation civique ici vient apprendre à l'individu qu'on ne peut vivre dans un espace ou dans un environnement avec les autres et que cet environnement ne soit pas normé. Non. Pour vivre dans un environnement avec les autres, cet environnement doit être régi par des règles et des lois. Tant que cet environnement n'est pas normé par des règles et des lois, il est clair qu'on se retrouvera dans une forme de vie anarchique. Un citoyen est un individu qui doit être doté d'une éducation morale. La morale ici vient montrer à l'individu ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Qu'en fonction des actes posés, qu'il soit suffisamment capable de faire le distinguo entre le bien et le mal. Voilà où vient se placer l'éducation morale. C'est ça qui vient justifier l'éducation morale. On a l'éducation sociale. L'éducation sociale ici vient coacher l'individu sur le fait que dans un environnement social, dans un environnement où des personnes vivent, les personnes ne vont pas subir les événements et subir les choses de la même manière. Il y a des personnes qui vont subir certaines choses en étant bien mûres dans leur façon de percevoir la chose, en étant capables d'affronter la chose de manière en étant capable d'affronter la chose avec plus d'aisance. Tandis que de l'autre côté, il y en a qui vont subir la même chose, mais ils n'auront pas suffisamment de tonus nécessaire pour braver la chose de la même manière. Autrement dit, ils auront plus de souffrance comparé aux autres. Donc, l'éducation sociale vient montrer ici que nous ne sommes pas tous constitués de la même manière. Il y aura toujours des autres qui vont souffrir plus que nous autres. Donc, nous autres qui sommes capables d'affronter certaines situations avec beaucoup de hauteur, on doit être capable de comprendre qu'il y en a d'autres qui ne sont pas capables d'affronter les mêmes situations avec la même hauteur. Conclusion, nous devons être capables de les assister. C'est ça l'éducation sociale. L'éducation sociale vient mettre un doigt sur la forme empathique qu'une société doit intégrer pour avoir une vie saine. Une société non empathique n'est pas dotée des valeurs sociales suffisamment nécessaires pour contribuer à la bonne organisation sociale dans cette société. Ça, il faut le dire. Et la quatrième éducation minimale nécessaire pour structurer un individu afin qu'il devienne un citoyen plus ou moins plein, c'est l'éducation culturelle.
avons-nous placé l'éducation culturelle? La culture est en train de disparaître en Afrique. La culture est en train de s'éteindre à petit feu. De génération en génération, on observe une perte des valeurs culturelles. Et ça, il faut bien le comprendre, un peuple sans culture est comme un être humain sans âme. C'est la culture qui donne à un peuple sa puissance. C'est la culture qui donne à un peuple son énergie culturelle. Sans énergie culturelle, un peuple ne vaut pas la peine d'exister. Voilà donc pour nous les 4 types d'éducation minimale qu'il faut doter un individu afin qu'il soit un véritable citoyen. Voilà la problématique sur l'enjeu du facteur humain. L'Afrique n'a pas travaillé sur ses hommes. L'Afrique n'est pas en train de construire des citoyens. L'Afrique développe des individus qui vivent tous dans un environnement normé par l'anarchie. Oui, c'est vrai, mes chers frères et sœurs africains. La seule norme qui existe dans les différents environnements sociaux en Afrique, c'est l'anarchie. J'entends souvent certains théoriser sur le fait que il faut des dictateurs pour diriger l'Afrique. J'ai juste envie d'ajouter à ça en disant il faut des dictateurs positifs pour diriger l'Afrique. Des dictateurs qui pensent au peuple. Des dictateurs qui pensent à l'intérêt général du peuple. Des dictateurs qui pensent à l'intérêt de l'Afrique. On peut en citer un exemple. Thomas Sankara. Il est un exemple. On appelle ça la dictature positive. Les pays africains, tant qu'on n'aura pas des dictateurs positifs, il sera difficile de remettre les choses à leur place en Afrique. Je reviendrai d'ailleurs dessus, dans un autre contenu spécifique, pour expliquer davantage la nécessité d'une dictature positive en Afrique. Donc, pour revenir sur notre sujet, nous sommes donc ici en train de montrer comment l'Afrique est plus dotée des individus que des citoyens. Ceci entraîne quoi? Ceci entraîne que l'espèce humaine, l'être humain, n'a pas de valeur dans les sociétés africaines. Personne ne travaille pour le bien de l'être humain. Et ici, quand nous parlons de l'être humain, c'est l'être humain ici de manière quelconque.
c'est l'être humain de manière quelconque. Cet être humain n'est pas identifié forcément comme une personne de ma famille. Cet être humain n'est pas identifié forcément comme une personne dans mon réseau relationnel. Non, ça peut être n'importe qui. C'est donc dire quoi? Moi qui suis un commerçant, dans ma pratique commerciale, est-ce que je dois mettre des bons produits au rayon ou des mauvais produits? Est-ce que c'est le fait que je veux absolument m'enrichir que ça doit justifier que je dois être capable de mettre des produits non conformes sur les rayons juste parce qu'il faut que je vende? Et à supposer que ce soit des produits d'ordre alimentaire, on doit être bien conscient qu'en le vendant à quelqu'un, on peut se retrouver dans une forme d'intoxication alimentaire. Et ce autrui qui a acheté dans notre boutique, ça peut être n'importe qui. On doit être bien conscient, en qualité de chauffeur de bus de transport, que le fait d'aller consommer 5 bouteilles d'alcool, ou 2, ou 3, autrement dit, ne plus avoir mes facultés de conduite normale et monter sur un volant où je porte 50 à 70 personnes, avec ou encore sur des routes qui ne sont pas bitumées, car les bitumes sont déjà complètement quittés du fait que la route, en étant construite avec les bitumes, on n'avait pas suffisamment mis de la qualité pour permettre que cette route soit capable de durer 10 ans ou 15 ans. On a fait des bitumes qui vont juste prendre 1 an maximum. Après 1 an, il faudra encore revenir retravailler sur la chaussée, de remettre des bitumes. C'est pas mal ce genre de choses que nous constatons dans les pays africains. Ou du moins, dans la plupart des pays africains. C'est pas mal ce genre de choses que nous constatons. Alors, toi, chauffeur de transport, qui porte 50 à 70 personnes dans un bus, tu as déjà saoulé ta gueule. Et tu te mets sur la route. Sur une route en mauvais état. Quand il advient un accident, quand il advient un accident que tu aurais pu éviter, possiblement parce que tu as pris une 3e position et que 20 personnes, 25 personnes, 30 personnes en meurent, ça, c'est pas la faute aux autres. C'est pas la faute aux colons. Oui, très chers Africains. On occupe les trottoirs parce qu'on doit faire du petit commerce. On occupe les ruelles parce qu'on doit faire du petit commerce. Malheureusement, c'est là où on dit, avec l'État complice, qui s'arrange à affamer les populations, qui s'arrange à ne pas mettre sur pied une politique d'industrialisation afin de favoriser l'emploi et que chacun soit capable de trouver l'emploi. Mais qu'est-ce qu'on veut en même temps? Finalement, on va se retrouver
avec des populations sur les trottoirs, sur les chaussées. L'État ne dit rien. Les populations ne se rendent pas compte. Et voilà l'anarchie qui s'impose. Ce qu'on a appelé dans le précédent contenu la loi du laisser-faire dans le leadership. C'est un style. La loi du laisser-faire s'impose. Et voilà le piéton qui est obligé de marcher sur la chaussée. Et un mototaximène ou un taximène ou un chauffeur quelconque d'une voiture de ville qui peut-être parce que conduit soit n'importe comment ou évite quelque chose vient à bousculer ce piéton qui est finalement sur la chaussée et à le tuer. La responsabilité à qui? Oui, c'est vrai, la responsabilité première, c'est l'État. Puisque l'État s'arrange à favoriser ce type d'environnement. Oui, c'est vrai, la responsabilité première est à l'État. Mais je pose toujours chaque fois une question. Et vous, le peuple, qu'avez-vous fait? C'est vous qui les avez votés. Un peuple est capable de changer la donne. Pas par la guerre, pas par la révolte sociale. Non. Dans nos systèmes tels que conçus actuellement, la révolte sociale ou la barbarie pour chasser les gens qui sont au pouvoir n'entraînera que du sang inutilement versé. On est capable d'atteindre le même objectif avec une démarche contraire à la révolte. C'est une démarche de la culture politique. C'est une démarche de l'initiation des populations à la culture politique. Étant donné que nous voulons nous inscrire dans des politiques qui sont régies par la démocratie, mais il est important que nous nous engagions dans ce sens. Beaucoup de sang africain a déjà coulé. On n'a plus besoin de faire couler le sang africain aujourd'hui parce qu'il faut mener des combats. On peut les mener autrement. Il existe des techniques de mener le combat sans verser le sang. C'est hier qu'on versait le sang. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de verser le sang pour mener des combats internes. On n'a plus besoin. L'ennemi est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Et étant donné que l'ennemi est à l'intérieur, on peut changer les choses sans faire verser le sang. Pas besoin de verser le sang. Les populations africaines doivent s'investir dans une culture politique forte. Une culture politique dynamique. Voilà vers là où les peuples africains doivent s'inscrire. Et nous ferons une vidéo ou alors on montera un contenu spécial sur la culture politique. Très chers frères africains, l'homme n'est pas pris en compte dans les sociétés africaines.
Les Africains ne travaillent pas pour la sécurisation de l'espèce humaine. Les Africains s'en foutent de l'espèce humaine. Tout le montre et tout le démontre. Et quand on a une société qui finalement a bâti des individus et non des citoyens, dites-vous quelque chose. Demain, de manière aléatoire, un individu sera pris au hasard dans cet environnement et sera à la tête du pouvoir. Et il ne sera pas capable de faire quelque chose de bon. Il ne sera pas capable de faire quelque chose de bon, tel que nous le constatons aujourd'hui. Et vous allez accuser qui? Vous allez accuser les autres. Remettons l'être humain au centre de nos préoccupations. Travaillons pour l'être humain. Travaillons pour lui donner une meilleure qualité de vie. Travaillons pour lui donner une meilleure éducation. Travaillons pour mettre cet individu dans un environnement sain et propre. Les Africains se détestent entre eux. Au sein d'un même peuple, des conflits inutiles. Voilà à quoi se réfère l'Afrique. Former des citoyens et non des individus, peuple africain. Former des citoyens qui demain comprendront les enjeux de l'heure. Et ne vont plus détourner les fonds publics à leur propre fin. Cessons d'accuser les autres. Ce ne sont pas les autres qui viennent détourner un budget annuel établi. Non, ce ne sont pas les autres. Les colons sont partis il y a longtemps. Les colons sont partis il y a longtemps. Nous sommes rendus aujourd'hui autour de 60 ans après le départ des colons. On veut toujours pointer les colons comme si c'était eux la source de nos malheurs. Sur les 100% d'un budget établi dans un État quelconque en Afrique, est-ce que ce sont eux qui viennent détourner la portion de 40 à 30% de ce budget? Ce ne sont pas eux qui viennent détourner les 40 à 30% de ce budget. Il y a même des pays en Afrique où c'est pratiquement les 50% d'un budget annuel d'un pays qui est complètement détourné. Ce ne sont pas les colons. Et j'ai envie de vous faire observer, très chers frères, sur ce point dont je suis en train de marquer actuellement, que si depuis les après-indépendances, même si on était sur un format néocolonial, pour dire la colonisation n'est vraiment pas encore finie, rassurez-vous très chers frères, si les 100% de chaque budget annuel étaient alloués à s'occuper des problématiques du peuple,
Très chers frères, l'Afrique ne serait pas rendue aujourd'hui où il se trouve. Le continent africain devait être loin. Je répète, si les 100% des différents budgets annuels de chaque pays depuis les après-indépendances étaient complètement alloués aux affaires de la gestion de l'État, de la mise en place des différentes politiques éducationnelles, sanitaires, ainsi de suite, dans chaque pan de la société, qu'on y met de l'investissement, c'est que nous sommes déjà aujourd'hui industrialisés. C'est que l'Afrique a l'énergie suffisante pour faire appel aux industries. Car la non-industrialisation également est justifiée par le manque d'énergie. L'industrialisation, ça prend de l'énergie. Sans énergie, on ne peut pas industrialiser l'Afrique. L'argent qu'on aurait pu mettre de l'énergie à suffisance dans chaque pays africain, cet argent a régulièrement été détourné depuis près de 60 ans après les indépendances. Très chers Africains, ça c'est la réalité. Il est important de le savoir. La seule façon pour qu'on soit capable, un jour ou l'autre, d'identifier un bon citoyen qui sera capable de prendre la gouvernance nationale demain, il faut travailler sur lui. Il faut le prendre en compte. Il faut le protéger. Chacun de la position qu'il occupe doit être capable de travailler pour le citoyen, pour l'être humain, de mettre l'être humain au centre de ses préoccupations, d'être attentif à l'être humain, de ne pas s'en foutre comme tel est le cas dans les différents pays africains aujourd'hui. L'être humain n'existe pas. L'être humain n'existe pas. Et ça, c'est pas normal. Pour ceux qui ont la chance d'avoir exploré quelques pays en Europe ou en Amérique, notamment l'Amérique du Nord par exemple, ou en général dans les pays occidentaux. Vous allez souvent observer, pour les quelques personnes qui ont souvent fait ce type d'environnement, vous allez voir comment l'être humain est mis au centre des préoccupations. On s'assure de la sécurité de l'espèce humaine. Tel n'est pas encore le cas en Afrique et on veut penser au développement. Comment pouvons-nous penser au développement sans mettre le citoyen au centre de nos préoccupations? Pour garantir son autosuffisance alimentaire, pour garantir sa capacité à se soigner, pour garantir sa capacité à se nourrir, pour garantir sa capacité à se ressourcer avec l'eau naturelle qui est simple à obtenir. On s'en fout pas mal de l'être humain. Et ceci est vrai tant pour les dirigeants que pour la population. Voilà dans quoi l'Afrique se trouve. Et comment sortons-nous de là si de manière radicale, on refuse de l'accepter, on refuse de le comprendre? Les dirigeants ont déjà échoué, on l'a déjà dit. Les dirigeants ont échoué. Les dirigeants ne font pas ce qu'ils doivent faire. Et le peuple, complice, assiste les dirigeants, accompagne les dirigeants. On l'a déjà dit, quand un peuple veut, rien ne peut empêcher.
très chers Africains, aller vers une culture politique. Développer les sociétés africaines avec une culture politique. Oui, c'est sur le champ politique que les choses vont se jouer et doivent se jouer. Et sur aucun autre champ. C'est sur le champ politique que les choses doivent se jouer. Ces dirigeants, à partir de la décision que nous prenons, en nous investissant tous à avoir une carte électorale et demain à aller voter, c'est ça qui garantira le choix réel. Et après, rester auprès des urnes pour voir le comptage du vote. Et à la fin, la somme nationale dira qui a gagné. Et la personne qui a gagné, même si c'est une personne qu'on ne voulait pas, on l'accepte. Et on attend que le mandat finisse. Et si on n'a plus besoin de lui, c'est notre bulletin de vote qui décide de s'il doit continuer ou pas. Le bulletin de vote, c'est la carte magique, peuple africain. Donc, remettons l'homme au centre de nos préoccupations. L'homme a longtemps été mis en marche. Remettons l'homme au centre de nos préoccupations. Ça, c'est ce que le facteur 1 dont je viens de mettre en exergue voulait faire prévaloir dans la démarche que nous sommes en train de faire. Concernant donc le facteur 2, le facteur 2 vient mettre ici en exergue le côté générationnel. C'est le facteur générationnel. Donc, le facteur 2, on veut montrer juste ici que les Africains doivent apprendre à travailler pour les générations futures. Ce qui se passe présentement dans les sociétés africaines, c'est que les Africains travaillent dans une intention de gain direct et de gain actuel. Et ceci s'observe dans tous les pans de la société. Quelle que soit la position que chaque Africain occupe, qu'il soit de la plus basse des classes ou qu'il soit de la plus haute des classes, il travaille de manière directe pour lui. Il ne s'intéresse pas aux autres. Il travaille de manière directe pour lui. Et ça, c'est la conséquence de ce qui nous entraîne dans ce que nous sommes aussi aujourd'hui. Les Africains doivent apprendre à travailler aujourd'hui en sachant qu'il peut arriver que ce ne soit pas eux qui en bénéficient de manière directe et que c'est aux générations futures d'en bénéficier. Une fois cette impression, ici quand nous parlons d'impression, c'est que ce soit imprimé en nous. Une fois que ceci sera imprimé en nous, alors, très chers frères, nous vous rassurons que l'ensemble de nos comportements d'aujourd'hui seront désormais dirigés vers les générations futures. Et ceci va changer un peu et modifier notre façon d'être, notre façon de voir la chose. Parce que vous savez, quand on travaille dans l'intention d'avoir un gain direct, il peut arriver, et généralement il arrive qu'on développe une stratégie qui doit assurer le fait que ce soit nous qui gagnons de manière directe. Mais quand on travaille en prenant en compte que c'est les générations futures qui doivent en bénéficier, on adopte également une stratégie qui permet d'y arriver. Pour dire quoi? Un combat qui est mené pour un gain direct et instantané se fait
avec une forme de pression et de rapidité, parce qu'on ne veut pas donner du temps. Or, il y a des combats qui doivent prendre du temps. Il y a des combats où on doit se donner du temps. Et le fait donc, parce qu'on veut directement bénéficier, on se met dans une pratique d'intensification des actions pour arriver rapidement au bénéfice direct et instantané. Non, ce n'est pas tout le temps qu'il faut croire qu'un combat doit être mené pour le gagner. On doit apprendre à travailler pour les générations futures. On doit apprendre à savoir que quand on pose une action, exemple, quand on bâtit une route pour les différents ministres des travaux publics tels qu'ils le font sur le schéma qu'on observe aujourd'hui, on bâtit des routes qui ne font même pas un an avant de se détruire. Or, quand on travaille pour les générations futures, on comprend bien que le fait de bâtir la route d'aujourd'hui avec une forme de caractéristiques qui lui permettent de faire les 20 ans, 25 ans, 30 ans avant même de commencer à se détruire, ceci permet aux générations futures d'être capables de découvrir le travail et d'entretenir le travail. Or, quand on fait des routes qu'après un an, c'est déjà tout dégradé, c'est la génération actuelle qui est encore dans le spectre du travail. C'est à quelle fin, à quel gain? On doit apprendre à savoir que quand on revendique quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour nous autres. On peut revendiquer quelque chose aujourd'hui et savoir que c'est pour les générations futures. Et dès qu'on oriente sa stratégie sur les générations futures, ça permet d'avoir une posture stratégique sur des visions à long terme. On vise à long terme. Quand on travaille pour manger soi-même de manière directe, ici on est dans des stratégies de vision à très très court terme. Et c'est là où s'installent les Africains. Les Africains travaillent sur une vision à très court terme. Ils ne travaillent pas sur une vision à très long terme. L'occidental, quand il bâtit une entreprise, disons même une entreprise familiale, c'est pas pour lui. Il le bâtit aujourd'hui en sachant que dans 50 ans, dans 100 ans, mes petits-fils vont en bénéficier. Voilà comment travaille l'occidental. Or, l'Africain veut créer l'entreprise et manger ça tout de suite avant de mourir. Il faut qu'il mange ça tout de suite. Il doit avoir le gain et il doit manger tout de suite. Alors que la mise en place et la mise en œuvre des entreprises qui doit générer du gain avec l'ensemble des subtilités que ça prend généralement dans l'environnement où on doit installer cette entreprise, ça rend souvent la chose complexe. Donc il y a des combats directs qu'il faut mener pour permettre la survie de l'entreprise afin qu'elle soit capable de survivre à l'ensemble des facteurs qui viennent l'empêcher d'émerger. Et c'est ça le rôle donc du leader et du manager dans la gestion des organisations. Donc, c'était pour vous dire, chers Africains,
faut travailler sur la base de la vision lointaine. La vision sur le long terme. Les dirigeants n'y sont pas inscrits. Les dirigeants n'y sont pas inscrits sur la vision sur le long terme, non. Ils sont tous sur la vision à très court terme. Parce qu'il faut qu'on regarde ce que notre poche va gagner de manière directe pour moi. Donc, l'Afrique doit travailler sur le long terme. L'Afrique doit travailler pour les générations futures. Très chers Africains, si chaque pays africain adopte un comportement où on doit travailler sur les générations futures, pour les générations futures, alors là, nos attitudes vont commencer à changer. Vous allez directement voir des hommes politiques qui vont venir dans le jeu politique, non pas forcément pour devenir la personne qui doit gagner, mais pour travailler sur l'éducation politique du peuple, pour travailler sur l'éveil des consciences sur l'angle politique du peuple. Sachant que même si dans son combat de manière directe, lui, le leader politique, même s'il n'est pas capable de gagner le pouvoir central dictatorial négatif qui s'impose, mais il doit tout au moins comprendre que l'une d'abord de ses missions, c'est de travailler sur l'éducation politique des masses. Et demain, possiblement qu'un autre leader politique de l'opposition pourra exploiter cette éducation de masse pour pouvoir renverser le pouvoir central. Non, on n'est pas rendu là. On est plus rendu à la bagarre. On est plus rendu aux confrontations directes. Direct, parce que c'est absolument moi qui dois gagner. Non. Les Africains travaillons pour les générations futures. On peut mener un combat que ce n'est pas nous qui bénéficions du combat. Tout combat est long. On ne gagne pas un combat facilement. Il ne faut pas négliger son adversaire. Il faut savoir que son adversaire est outillé et il a de l'expérience. Il ne faut donc pas le prendre à la légère. Il ne faut pas y aller en croyant qu'on a déjà gagné et qu'on a déjà renversé l'adversaire. Il a une meilleure expérience que vous autres aussi, souvent. Il faut vous le dire. Donc, très chers Africains, pour ce facteur, il faut travailler sur l'éducation politique des populations afin qu'on soit capable demain d'identifier le meilleur citoyen qui sera capable de prendre la direction du pouvoir central et travaillera sur une vision à long terme afin que ce soit les générations futures qui en bénéficient. Et pour finir avec le troisième facteur, ici c'est le facteur éducationnel qui vient directement toucher notre mentalité. La mentalité africaine est pourrie. Alors là, la mentalité africaine est dégoûtante. Nous disons aux Africains de sortir de la jalousie, de sortir de la nuisance des autres. Très chers Africains,
Notre mentalité empêche même une vie saine sociale entre nous. Chaque Africain devient prudent de l'autre. Parce que l'autre ne vient pas auprès de son frère avec un cerveau vide, de manière naturelle. Beaucoup plus les arrière-pensées, beaucoup plus la jalousie en fonction de ce qu'il constate de là où tu es rendu ou pas. Les Africains, par rapport à chaque pays, ça peut être les Camerounais entre eux, ça peut être les Tchadiens entre eux, ça peut être les Maliens entre eux, ça peut être les Zimbabwéens entre eux, ça peut être n'importe quel pays africain. On va bien observer que la vie commune dans chaque population africaine est régie par une mauvaise mentalité. La mentalité de tout pour moi, rien pour les autres. La mentalité de je dois réussir seul. La mentalité de personne d'autre ne doit réussir. La mentalité de c'est moi le chef, c'est moi le patron. La mentalité d'utiliser la sorcellerie pour pouvoir empêcher les autres d'avancer. C'est ce qu'on a appelé la sorcellerie négative. La mentalité de personne ne doit réussir autour de moi. En dehors de moi, personne d'autre. Ça, ce sont les Africains en général. Que veulent les Africains finalement? Dans ma précédente vidéo, je demandais déjà pourquoi vous ne pouvez pas utiliser votre sorcellerie pour développer l'Afrique. Il existe bien une sorcellerie positive, je crois. Pourquoi n'utilisez pas vous la sorcellerie positive pour développer l'Afrique? Vous voyez que ça sont bien des questions qu'on est capable de se poser. Non, on n'est pas rendu là. On est rendu à attacher notre voisin pour qu'il paie de son travail. On est rendu à voir son voisin être capable de construire, de mettre tout en œuvre pour le tuer par jalousie. On est rendu, dès qu'on entend que l'enfant du voisin a réussi son examen avec bravoure, mettre tout en œuvre pour détruire cet enfant. Voilà là où est rendue l'Afrique aujourd'hui. Les dirigeants vous ont affamés, les dirigeants nous ont affamés, les dirigeants ont affamé le peuple, les dirigeants ont affamé les citoyens pour leur permettre de développer ce type de mentalité. Oh, peuple africain, quelle mentalité désastreuse. Et après ça, vous allez aller chercher l'ennemi à l'extérieur. Vous allez facilement vouloir pointer le colon. Pourtant, vous n'en savez même rien de ce qui s'est vraiment passé pendant cette période de colonisation. La génération d'aujourd'hui ne sait pas ce qui s'est passé lors de la période coloniale, lors de la période de l'esclavage. Aucun de vous, de cette génération d'aujourd'hui, n'a vécu la période de l'esclavage, pure dans sa profondeur.
On en a encore parmi nos aînés qui ont vécu la colonisation. On veut porter une histoire sur notre dos à vie sans jamais être capable de faire son deuil et de définitivement prendre une nouvelle orientation pour un devenir meilleur. Très chers peuples africains, on aura besoin de faire avec tout le monde. Une seule chose est vraie, c'est la défense de nos intérêts. Voilà l'unique chose qui est vraie. C'est la défense radicale de nos intérêts. Aussi longtemps qu'un peuple défend ses intérêts, c'est ce qui est la plus normale. Ceci n'est pas interdit. Ceci vise à dire quoi? Quand un contrat arrive à la fin, un contrat colonial arrive à la fin, que les dirigeants actuels soient capables de redéfinir les nouvelles règles pour la signature de nouveaux contrats, voire de faire un appel à l'international pour la possibilité de voir les autres acteurs qui sont capables d'accepter de faire signer le contrat sur les meilleures clauses pour l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Et non d'une guerre, et non d'une confrontation, et non de désigner l'ennemi. Et ce qui est marrant, c'est comment les dirigeants ont réussi à enrouler les populations africaines dans la farine. C'est-à-dire, pour moi, c'est un peu ce qui est marrant. C'est-à-dire, comment les dirigeants africains ont réussi à enrouler leur population dans la farine au point où les populations valident de manière directe la capacité à pointer rapidement un ou deux ou trois ennemis et à embrasser d'autres acteurs dont on n'est pas capable de cerner de manière efficace leurs vrais objectifs. Quand on laisse Pierre pour aller chercher Jacques, est-ce qu'on est sûr que Jacques a des objectifs qui visent à protéger nos intérêts? Rassurez-vous, Jacques vient pour ses intérêts. On observe aujourd'hui comment certains pays africains vont dire non à tel pays, oui à tel autre, c'est l'autre qui va nous sortir de nos problèmes, c'est tel. Non, mais bon, maintenant, j'ai l'habitude de dire, quand chaque peuple décide de manière majoritaire à prendre une orientation, nous n'avons pas le choix que d'accepter. Mais nous pouvons aussi clairement dire que nous n'adhérons pas à ce courant. Le courant de pensée qui consiste à désigner des ennemis, le courant de pensée qui consiste à croire que, en pointant un ou deux ennemis pour aller embrasser un autre acteur externe, dont on n'est pas sûr de ses objectifs vis-à-vis de nous, nous n'embrassons pas cette école de pensée. Nous sommes plus dans une logique de faire avec tout le monde, tous ceux qui sont prêts à signer des contrats avec l'Afrique en tenant compte que l'Afrique doit protéger ses intérêts. Alors là, nous dealons avec ces acteurs. Nous dealons avec ces acteurs. Sans exclure personne. On fait affaire avec tout le monde. Celui qui est prêt à dealer avec nous, on deal avec lui. Chers frères africains, changeons notre mentalité.
Et voilà ce qui vient justifier dans l'identification de ces 3 facteurs. Le facteur humain, le facteur générationnel, le facteur de la mentalité. Voilà ce qui vient justifier que l'autodestruction programmée de l'Afrique est mise en œuvre par ses propres enfants. L'autodestruction programmée de l'Afrique est mise en œuvre par ses propres fils et propres filles, et non par personne d'autre. C'est trop facile d'accuser les autres. Remettons-nous en question, peuples africains. Remettez-vous en question. Remettons-nous en question. Nous ne faisons pas encore ce qu'il faut faire. Et il va falloir qu'un jour ou l'autre, une nouvelle génération le comprenne, l'intègre et essaye d'orienter les choses dans cette façon de voir. L'Afrique a besoin de la technologie. L'Afrique a besoin de l'énergie. L'Afrique a besoin de s'industrialiser. On n'arrivera pas à cette fin par l'exclusion. Nous portons des blessures, oui. Mais une fois qu'on a pleuré de ces blessures, il faut se relever et faire avancer les choses. Et je pense que l'Afrique a suffisamment déjà pleuré de ses blessures. Doit-on toujours continuer à pleurer et attendre un Messie? Nous l'avons déjà dit, il n'y aura pas de Messie. Il n'y aura pas de Messie. C'est à vous, peuple africain, de prendre votre destin en main. Et la démarche la plus correcte aujourd'hui, c'est de vous investir dans la culture politique. Quel que soit le type d'environnement ou le type d'entité, voire ou parti politique, pour ceux qui veulent s'investir vraiment sur le champ politique, nous le disons, faites-le. Ceux dont la politique n'intéresse pas, mais vous devez être capable tout au moins de vous inscrire sur les listes électorales. Et le jour du vote, d'aller voter. Et après, surveiller votre vote. Pour nous, ça c'est la démarche qui passe, c'est la démarche démocratique. C'est une démarche rigoureuse qui part une éducation profonde. Une éducation politique, bien sûr, doit se faire, doit se maintenir. Et d'une manière ou d'une autre, le combat d'aujourd'hui n'est pas forcément pour que ce soit nous qui gagnons. Il faut juste être capable de maintenir le combat de génération en génération dans cette culture d'une population éveillée sur le champ politique, sur le champ de l'égalité des chances. Progressivement, les dirigeants finiront par comprendre qu'ils ont affaire à un peuple cultivé et éveillé. Que ce ne soit pas la génération d'aujourd'hui qui doit gagner ce combat, mais en maintenant cette éducation, la 3e ou 4e génération future gagnera le combat, sans avoir versé du sang. Toute la bagarre qu'on veut faire aujourd'hui pour verser du sang sur une révolution directe, dans le sens d'aller renverser le système ou le pouvoir en place, ça ne peut qu'entraîner du sang versé et c'est inutile. Et ce sang versé, on n'est pas certain qu'on aboutira directement aux conclusions qu'il faut. Parce que rien ne prouve que dans la démarche de révolution directe que vous allez renverser le système en place pour mettre quelqu'un d'autre, rien ne prouve que ce quelqu'un d'autre fera ce qu'il faut. Parce que vous n'êtes pas encore maturé. Parce que la population n'a pas encore l'éducation politique nécessaire
pour permettre à tout dirigeant de comprendre que ce peuple n'est plus n'importe quel peuple. Voilà le message qu'à travers ce contenu, on voulait passer. Il était important pour nous de décrire et d'adopter cette démarche pour faire passer le message. On aura toujours l'occasion, à chaque fois qu'un sujet nous semblera utile et important, je développerai toujours des contenus pour donner mon point de vue. Et comme on le dit régulièrement, tout le monde aujourd'hui a le droit de donner son point de vue. Tout le monde a le droit de donner son point de vue. On ne peut plus empêcher la parole. On ne peut plus empêcher la pensée. Il est clair que dans toute thèse, il y a toujours de l'antithèse. Ça, c'est ce qui est vrai. Il est clair que dans toute thèse, il y a toujours de l'antithèse. Donc, je respecterai les personnes qui pensent contrairement à moi. Le jeu d'idées, le jeu d'opinion n'est pas une guerre. Ça doit plus s'installer dans un jeu classique d'opinion où ce sont les arguments qui comptent et non les bagarres physiques et non les insultes. Je suis toujours ouvert à la pensée divergente, car c'est véritablement elle qui finit par permettre qu'on soit capable de trouver des solutions ou encore des combinaisons de solutions. C'était donc avec plaisir que nous avons fait ce contenu pour mettre à votre disposition. Nous serions toujours là pour donner notre point de vue sur les sujets qui nous semblent pertinents. Merci d'avoir pris de votre temps et surtout de votre précieux temps pour écouter ce contenu. Nous sommes dans une démarche éducationnelle, nous sommes dans une démarche de sensibilisation, nous sommes dans une démarche d'éveil de conscience beaucoup plus modérée. Donc, nous ne sommes pas des Africains radicaux. Non, non. Nous sommes des Africains modérés. Des Africains qui comprenons les enjeux d'hier, les avons appris, les avons acceptés. Et nous intégrons plus les enjeux d'aujourd'hui. Et les enjeux d'aujourd'hui demandent de faire avec tout le monde. Éviter de désigner un ennemi et de comprendre que nous sommes les seuls responsables de la situation de l'Afrique d'aujourd'hui. Et que de manière radicale, si nous ne changeons pas de comportement, la chose pourrait s'empirer. Nous vous invitons donc à visiter souvent nos pages Facebook nommées Le Frambo et l'Africa Business Management, où nous développons des contenus en lien avec le leadership et le management des organisations, l'entrepreneuriat. L'Afrique doit se lever par l'entrepreneuriat également. Donc, c'est pour ça que nous nous inscrivons dans cette dynamique de développer des contenus qui vont venir montrer des outils utiles aux différents entrepreneurs pour qu'ils portent véritablement le costume de manager. Car sans management, il est difficile de se développer. C'est avec le management qu'on se développera. Également, sur YouTube, vous allez nous trouver sur
Africa Business Leadership. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour consommer ce contenu. Ça sera toujours avec un réel plaisir que nous allons produire également et davantage ce type de contenu en fonction des sujets qui nous semblent pertinents. On va juste dire au revoir et à la prochaine.